Oh, t'as l'air reposé. Si tu savais. T'as l'air en forme ce matin. T'as super bonne mine. Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la littérature en tant que passage secret au sein d'une même œuvre. Que parfois les auteurs arrivaient à jouer avec la notion de leur progression et de leur champ d'activité. Vous savez, il y a une phrase moi, de Truffaut que j'adore. Il dit que chaque, et puis Truffaut mieux que personne, hein, parce que les thèmes sont assez récurrents, mais il dit qu'a priori chaque créateur ou chaque artiste a 4 ou 5 idées qui ressassent tout le temps, 4 ou 5 thèmes, et qui travaillent vraiment dans cet ordre-là. Après c'est trop, et cet éparpillement est souvent néfaste, du moins pour Truffaut, à la puissance de l'œuvre. Je suis plutôt assez d'accord avec ça. C'est pas mal d'avoir 4 ou 5 obsessions comme ça qu'on travaille tout le temps, si ce sont de jolies obsessions. Et donc voilà, donc une littérature qui serait finalement un jeu de passerelles et de souterrains, de passages secrets. Alors, passage secret au sein d'une même œuvre, on a Nabokov, hein, le magnifique Ada ou l'ardeur. Dans Ada ou l'ardeur, c'est truffé de passages secrets et à la fois temporel et à la fois au niveau de l'émotion. Ça, c'est vraiment admirable. Mais donc les passages secrets, ce serait plutôt dans une même œuvre, entre les romans, chez Duras, chez Nabokov, de manière totalement différente. Mais la notion de passage secret fonctionne très bien. Et les passerelles, ce serait plutôt alors d'un auteur à l'autre, c'est-à-dire dans une communauté sensible, dans une communauté d'esprit. Par exemple, si j'aime autant Les Enfants du Paradis, le film de Marcel Carné, si je suis autant ébloui à chaque fois que je le regarde par la partition de Jacques Prévert, par les dialogues et par l'histoire, c'est évidemment parce que c'est un film génial, mais aussi parce que ce film dresse une passerelle avec un roman que j'adore, qui est l'Idiot de Dostoïevski. C'est-à-dire qu'on a un peu le même schéma de personnage, on a la même communauté sensible. On pourrait dire que Baptiste, dans Les Enfants du Paradis, fait directement référence au prince Mishkin par son ultra-sensibilité, que le personnage de Rogojine fait plutôt référence ici directement au personnage joué par Pierre Brasseur. On a la rencontre de Pierre Brasseur et donc de Frédéric Lemaître dans le film et de Baptiste est équivalente finalement, et leur progression dans le film est équivalente à la rencontre de Rogojine et de Mishkin dans l'Idiot et à leur progression dans le livre. Le personnage de Nastasia Filipovna, qui est cette femme à la fois fragile et en même temps très forte, inaccessible, évanescente, et qui est convoitée à la fois par le prince Mishkin et par Rogojine, fait référence, enfin on trouve son équivalent exact dans le personnage de Garance, joué par Arletty, ici dans Les Enfants du Paradis. Et peut-être que Aglaya dans ce roman aurait peut-être un équivalent avec le personnage joué par Maria Cazares dans le film Les Enfants du Paradis. Il y a vraiment des passerelles qui sont très intimes entre ces deux œuvres. Alors évidemment, cette dualité Rogojine, Mishkin, et ici Frédéric Lemaître et Baptiste, c'est aussi l'archétype et le personnage de l'Auguste et du clown blanc. On retrouve le côté lunaire et clown blanc chez Mishkin et chez Baptiste, et le côté plus cabotin chez Rogojine et chez Frédéric Lemaître ici. Mais il y a vraiment des passerelles, on est dans une communauté sensible. Quand j'étais enfant, j'ai vécu jusqu'à 7 ans à la Garenne-Colombe, il y avait une passerelle incroyable qui allait de la gare de la Garenne-Colombe à Bois-Colombes. Et je la trouvais géante, cette passerelle. J'allais chercher des bonbons au miel pour ma grand-mère. Et puis je suis repassé l'autre jour et je l'ai trouvée ridicule, la passerelle. J'ai même pensé qu'à un moment qu'elle avait été détruite, parce que c'était comme quelques marches. Alors évidemment, c'est l'enfance. On a une mémoire. On était plus près de la terre, donc on a une mémoire des choses qui est immense, qui est swiftienne. On est dans une enfance à la Gulliver. Et puis petit à petit, plus on avance, plus les choses se rétrécissent. C'est pour ça qu'il faut toujours garder du panache et toujours garder une vision et voir les choses en grand pour les gens qu'on aime, parce que toute la vie nous amène à réduire la vision des choses. Donc il faut toujours voir les choses en grand. Ah, mais vous savez ça, je n'ai pas la peine de vous raconter tout ça.
En fait, si vous avez envie de devenir critique littéraire par le futur, je vais vous donner un truc que j'ai découvert quand j'avais 11 ans. Un livre n'est bon que si on peut le rejouer avec des Playmobil. Par exemple, un livre que tout le monde s'accorde à dire vraiment c'est un chef-d'œuvre, on peut parler de L'idiot de Dostoïevski. Prince Mychkine, Nastasia Philippovna. Oh, Prince! Nastasia! Il a une voix même plus efféminée que la fille, bon, parce que le prince Mychkine, il est quand même ultra sensible. Oh, Nastasia, vous savez, l'amour est impossible, mais je vous aime. Le monde est cruel, atroce, mais je vous aime. Oh, prince, vous me faites rire. Ah, 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 ah. Il y a Rogojine qui se pointe. Salut, Mychkine. Salut, Nastasia. Tu viens faire une balade avec moi? Oh, d'accord, Rogo. Salut, Rogojine. Salut, Mychkine. À bientôt. T'es convaincu, quoi? Je voudrais juste vous dire que j'ai gardé les bruitages d'époque, de l'époque où j'avais 11 ans, pour vous jouer cette petite scène de l'idiot. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, le prince Mychkine est un peu resté en carafe. Donc c'est pour ça que dans la vie, si vous voulez vous en sortir, surtout avec des filles de la trempe de Nastasia Philippovna, il faut mieux être à la fois Mychkine et Rogojine. Ce sont les deux directions d'un seul et même bonhomme. Un peu comme ce qu'est Stavrogin dans Les démons de Dostoïevski, mais nous y reviendrons dans un autre épisode. C'est pareil, si j'aime tant ce film, The Last Days of Disco, de Whit Stillman, si j'aime tant ce film, alors évidemment c'est parce que c'est le duo formé par Kate Beckinsale et puis Chloé Sevigny est absolument sexy, la musique est géniale, et puis sous les apparences de légèreté, ça raconte aussi la fin d'un monde, donc la fin de cette petite période, fin 70, début 80, qui est la période du disco, ça raconte la fin de cette période. Et alors c'est à nouveau deleuzien ce que je vais vous raconter, mais généralement tous les grandes œuvres et tous les chefs-d'œuvre racontent la fin de quelque chose, que ce soit la fin de la jeunesse, la fin de l'adolescence, ou la fin d'un monde, ou la fin d'une habitude, ou la fin d'un amour. Voilà, il faudrait un jour essayer d'établir une littérature de fin, et on verrait que même les littératures de commencement sont des littératures de fin d'autre chose. Donc, si j'aime tant ce roman, c'est parce que ce film, c'est parce qu'il y a aussi des passerelles avec le roman. Par exemple, sous une apparence de légèreté, il y a un passage à un moment donné qui est génial. Le personnage joué par Chloé Sevigny traverse un appartement et elle est éditrice, et il y a un type qui lui demande mais quel est le bouquin que tu rêverais d'éditer. Alors elle dit n'importe quel best-seller, parce qu'elle pense évidemment à sa carrière, et le mec lui dit mais non, mais en dehors de ça, en dehors de considération de best-seller. Et elle dit ah mais mon livre de rêve, ce serait de tomber sur une nouvelle fournée de nouvelles de Salinger. Mais plus le Salinger qui écrit The Laughing Man, l'homme hilar, et puis l'histoire de la poutre charpentier là, plutôt que Seymour en Introduction, qui est évidemment plus abscon et un peu plus intellectuel dans le mauvais sens du terme. Et ça c'est génial parce que quand vous aimez Salinger, si vous aimez Salinger pour les bonnes raisons, alors c'est un peu autocrate, hein, pardon ce que je dis, mais vous aimez The Laughing Man, l'homme hilar, qui est une petite nouvelle qui est merveilleuse. Et de savoir que dans ce film, d'une apparence légèreté, on parle de ça, on parle de The Laughing Man, et on en fait quelque chose tout d'un coup, une scène très forte où elle va parler de l'homme hilar. Il y a une communauté, il y a une passerelle qui s'établit tout de suite avec l'œuvre de Salinger et avec la gravité qu'on trouve dans la littérature. Et c'est ça qui est admirable, c'est que dans des films à l'apparence léger, on arrive à faire des passerelles aussi avec des choses plus intimes et aimer quelque chose. Alors aimer, c'est aussi retrouver des passerelles avec ce qu'on a aimé ou avec des choses qu'on pourrait aimer. Il y a vraiment une notion de passerelle et de passage secret aussi dans le goût qu'on peut avoir et dans l'univers qu'on peut se créer. On peut aussi être complètement intoxiqué par un univers littéraire. Par exemple, quand j'ai lu Franny and Zooey de Salinger, à la fin, moi, j'étais comme Fred. Enfin, je tombais amoureux de filles qui, comme Franny, ne mangeaient que les sandwichs au fromage. Alors, c'était un peu compliqué parce que
j'avais rendez-vous avec une fille, une sorte de date quoi, pour le soir. Et donc on allait au restaurant, et il y avait des trucs super à manger, hein. C'était à Paris, je sais pas où. Et, pas rive gauche, parce que pour trouver un restaurant rive gauche c'est très difficile, mais plutôt rive droite, donc une expédition pour moi. Bref, donc on va au restaurant, et moi j'étais très intoxiqué par Franny et ses sandwichs au fromage. Hein. Vous avez lu Franny Ensoué, à la fin, elle est tellement déçue du monde qu'elle ne reste enfermée dans sa chambre à manger les sandwichs au fromage. Mais écrit, c'est assez puissant. Et donc, c'est la force de la littérature. Et donc, alors, la fille, elle regardait la carte, là, elle était là, elle observait la carte, et je lui ai dit, tu prends ce que tu veux, hein, vas-y, hein, mais si tu peux prendre un sandwich au fromage, vraiment, ça me fera plaisir. Alors, cette soirée, je me suis mis tout le monde à dos. La fille, les gens du restaurant, le maître d'hôtel, les serveuses, je n'en démordais pas, je devenais obsédé, je voulais qu'elle mange un sandwich au fromage, je pensais qu'elle serait éperdument sexy, et qu'ainsi j'aurais envie d'elle pour la vie. Ce devrait être le postulat de l'amour, d'avoir envie quand on tombe amoureux, d'avoir envie d'une personne pour la vie. Comme quand on mange, de parler la bouche pleine, c'est un des postulats de la bienséance et de la gastronomie.